Merci d'être resté avec nous. 4000 personnes découvrent chaque année qu'elles souffrent d'une tumeur cérébrale, des tumeurs qui peuvent être bénignes ou cancéreuses. Seul un examen approfondi peut en déterminer la nature. Alors, ces tumeurs peuvent atteindre absolument toutes les structures du système nerveux central. Vous allez voir ça tout de suite sur une animation. Voilà, ces tumeurs peuvent atteindre aussi bien, vous allez voir dans l'ordre, le cerveau, ici, le cervelet, le tronc cérébral ainsi que les méninges qui sont les enveloppes, vous savez, qui protègent et qui nourrissent le système nerveux. L'ensemble du tissu cérébral est composé de différents types de cellules, on va vous les montrer tout de suite. Alors, vous allez voir, ça c'est un vaisseau, vous ne vous occupez pas de ça, ce qui nous intéresse ce sont ces cellules ici. Donc, et ces cellules peuvent être à l'origine de tumeurs différentes. Les neurones qui sont en jaune ici sont responsables de la transmission de l'influx nerveux et en vert on a les cellules gliales qui soutiennent et nourrissent les neurones. Alors normalement toutes ces cellules sont censées avoir une durée de vie limitée, mais en cas de cancer, pour une raison qu'on n'explique pas, certaines continuent à se multiplier au lieu de disparaître peu à peu et naturellement. Et cette multiplication entraîne la formation de tumeurs. Alors quand elle débute à partir d'une cellule gliale, donc c'est ça qu'on a montré qui sont en vert, on va parler de gliome, on va voir ça sur une IRM. Vous avez donc ici l'arrière du crâne, là l'avant, là c'est l'os du crâne que vous voyez en blanc à l'intérieur, c'est le cerveau, et cette tache blanche ici, là, c'est une tumeur qui s'est créée à partir d'une cellule gliale, on appelle ça donc un gliome. Et puis quand elle prend naissance, par exemple, à partir des méninges, donc voilà la même image, vous avez ici l'enveloppe dont a parlé Marina tout à l'heure, c'est-à-dire les méninges. Vous voyez que cette tumeur cancéreuse est collée aux méninges, elle s'est développée à partir de ces méninges, on appelle ça un méningiome. Alors plus la tumeur se développe rapidement, plus elle est jugée agressive. Et puis comme le cerveau est organisé en plusieurs zones et que chacune gère une activité spécifique, la tumeur peut entraîner des troubles très différents selon la zone dans laquelle elle se développe. Quels examens sont nécessaires? En quoi consiste la chirurgie? Y a-t-il eu des avancées médicales? Pour répondre à toutes vos questions, le docteur Riyad Jedid, bonjour. 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 Vous êtes neurochirurgien au CHU Henri Mondor, c'est à Créteil, près de Paris. Et pour témoigner avec nous, Jordan Zwiniecki, bonjour. Bonjour. Alors Jordan, c'est en 2012 que des signes ont commencé à apparaître. C'était quoi ces signes? Alors ces signes, c'était simple, c'était une odeur assez particulière, une difficulté à parler et un petit étourdissement. De manière régulière, ça arrivait tout ça? C'était occasionnel, Ouais. ça pouvait m'arriver 2 fois dans la semaine, 1 fois par mois, mais on prenait ça un peu à la rigolade parce qu'il n'y avait rien de... Je pensais que c'était peut-être par rapport au fait ou au travail fait que j'avais ces symptômes, simplement. Et quand est-ce que vous êtes inquiété pour de bon? Je me suis inquiété pour de bon le 23, je me rappelle le 23 mai. Simplement, c'est mon père qui a vu ce symptôme et qui était ancien médecin à la retraite maintenant, qui a découvert en fait que le malaise ressemblait un peu comme une crise d'épilepsie. Et de là, il a eu une inquiétude. Il s'est dit soit c'est une crise d'épilepsie, soit on a... Ça a duré 1 an quand même comme ça les symptômes? Ça a duré 1 an, les symptômes. Quand vous dites que vous aviez, étourdissement, on entend bien, que vous aviez troubles du langage, c'était quoi? Lors de discussions, c'était juste une difficulté à parler, à mettre les mots. Dont vous vous rendiez compte ou c'était les autres qui s'en rendaient compte? Je m'en rendais compte, j'avais un ralentissement et des difficultés à sortir les mots de cette façon. D'accord. Et après ça passait et après ça durait même pas 1 minute. Et après c'était bon, on avait passé la chose. On reprenait le travail sans problème. Alors sur le conseil de votre père, vous vous rendez donc à l'hôpital? Oui, mon père, sur les cours, c'est lui, et je remercie les parents d'avoir découvert ça. Il a tout de suite rappelé le docteur Sali pour faire un IRM parce qu'il y avait un certain malaise. Et là, on a découvert quasiment le lendemain la tumeur qui était correcte. Oui, la taille d'un œuf, c'est une belle taille. Oui, c'est une taille d'œuf. Oui. Honnêtement, quand vous y êtes allé pour passer l'IRM, vous doutiez d'un truc pareil ou pas? J'ai la chance, comme je vous le dis, d'avoir un père qui était docteur, donc j'avais le flair qui me travaillait. Et forcément, derrière, quand on a vu l'IRM, là, on voit un père médecin qui s'effondre aussi, on en pleure aussi. C'est quand votre père s'est effondré que vous vous êtes rendu compte à quel point c'était grave? Oui, et là, je lui ai parlé, j'ai dit, papa, je veux une valeur de ta part, mais pas en tant que père, en tant que docteur, parle-moi comme si j'étais ton patient. Et là, il m'a tout révélé. On va revenir après à votre opération. Ce qu'on vous a fait, on va répondre à quelques questions. Donc là, vous avez parlé troubles du langage, étourdissement, odeur un peu bizarre. Asia dit, j'ai souvent des vertiges qui durent plus d'1 minute et qui surgissent sans avoir fait quoi que ce soit. Est-ce le signe d'une tumeur cérébrale? On va répondre à cette question. Et plus globalement, quels signes doivent alerter? Alors, pour répondre à la question, ce n'est pas forcément le signe d'une tumeur cérébrale.
Avant de coller des vertiges à une tumeur cérébrale, il faut un examen approfondi, un examen fait par un spécialiste. Auquel cas, c'est soit un ORL, soit un neurochirurgien qu'elle devrait consulter. Et si jamais ces vertiges-là sont associés à l'examen neurologique à d'autres symptômes, ça devrait pousser la jeune dame à explorer et à éventuellement faire des examens plus approfondis pour éventuellement découvrir la cause de ces vertiges-là. Oui, il faut préciser que quand on va chez le médecin parce qu'on a des vertiges, il est normal qu'on ne fasse pas une IRM à chaque fois. Il y a des signes cliniques que vous pouvez interpréter vous médecin et qui permettent de dire c'est un vertige de telle ou telle origine. Exactement. Les vertiges en l'occurrence traduisent un trouble de l'équilibre et on sait très bien que l'équilibre est commandé non seulement par le cervelet mais aussi par l'oreille interne. Il peut s'agir tout bêtement d'un problème purement ORL qui serait responsable des vertiges et pas forcément une tumeur cérébrale. L'histoire de l'odeur bizarre. C'est dû à quoi? Alors ça, c'est assez typique des crises d'épilepsie qu'on appelle les crises d'épilepsie sensorielles et qui donnent l'impression aux gens justement de sentir une odeur qui n'existe pas. Ou des fois, on peut avoir des hallucinations auditives, des hallucinations olfactives, des hallucinations gustatives, et ça traduit des crises d'épilepsie, une forme mineure, si vous voulez, de crises d'épilepsie, qu'on appelle les crises d'épilepsie sensorielles. Et qui doit être liée à une tumeur cérébrale. Exactement, qui doit faire rechercher en premier lieu des tumeurs qui seraient localisées au niveau du lobe temporal. C'est-à-dire sur le côté du cerveau. Sur le côté du cerveau. Or, est-ce qu'il y a d'autres signes qui doivent éventuellement alerter? Bien sûr, il y a toute une panoplie de signes qui dépend de la localisation de la tumeur, de sa taille. Le premier signe le plus connu, c'est les maux de tête inhabituels, les maux de tête qui ne passent pas avec un traitement antalgique, surtout lorsque les maux de tête sont associés à des vomissements ou associés à des troubles neurologiques, des difficultés à parler, des difficultés à faire des gestes habituels du quotidien, des difficultés à boutonner sa chemise, de mettre sa chaussure, des difficultés d'équilibre. Tout ça doit faire conduire en principe à consulter un neurochirurgien et à faire des examens complémentaires. Faut-il s'inquiéter d'une grosse tumeur? Est-ce que la taille de la tumeur est nécessairement un signe de gravité? Alors non, pas forcément. Comme vous l'avez montré tout à l'heure, il existe deux grands types de tumeurs, les tumeurs cancéreuses. Et là, il est évident qu'une tumeur cancéreuse qui, en plus de grande taille, est un signe de gravité. Par contre, il y a les tumeurs bénignes, les méningiomes. Et les méningiomes de grande taille ne traduisent pas forcément un signe de gravité. Ça traduit juste une difficulté opératoire supplémentaire. Pourquoi les tumeurs cérébrales sont-elles fréquentes chez l'enfant? Est-ce que la recherche apporte des réponses sur ce point? Non, la recherche n'apporte pas de réponse sur ce point. Tout ce qu'on sait, c'est que les tumeurs qu'on constate chez l'enfant sont très très différentes des tumeurs de l'adulte. Elles se comportent de manière très différente, leur évolution est différente et forcément leur prise en charge est également très très différente. Mais il y a effectivement plus de tumeurs cérébrales chez les enfants que chez les adultes? Non, pas forcément. Non, pas forcément. Elles ne sont pas plus fréquentes? Non, pas forcément. En revanche, on nous demande si elles sont en augmentation ou pas de manière générale dans la population générale, les tumeurs cérébrales. C'est vrai qu'on en entend de plus en plus parler. Si c'est en augmentation, est-ce qu'on sait pourquoi? Alors effectivement, on en voit de plus en plus. Il y a de plus en plus de tumeurs cérébrales, mais malheureusement, pour l'instant, on ne trouve pas la cause à cette augmentation. C'est pas simplement parce qu'on les diagnostique mieux? C'est probablement ça. Les moyens diagnostiques sont beaucoup plus performants maintenant qu'il y a quelques années. On a l'avantage de disposer d'examens complémentaires assez vite. Et on a l'avantage de disposer aussi d'outils de diagnostic qui sont très très performants. Maintenant, de là à faire une corrélation et de dire qu'il y a des raisons qui expliquent la recrudescence ou l'augmentation de la fréquence de tumeurs cérébrales, pour l'instant, aucune étude scientifique ne peut plaider en faveur de ça. Et notamment pour les ondes des téléphones portables, etc., on n'a pas de preuve pour l'instant formelle de ça. C'est une question importante qui revient souvent d'ailleurs lors de nos consultations avec les patients. Les gens se demandent s'il y a un effet nocif prouvé de ces ondes. Clairement, pour l'instant, il n'y a aucune étude qui le prouve. Ceci étant dit, on sait très bien qu'on n'a pas assez de recul pour pouvoir l'affirmer ou l'infirmer de manière claire. Donc le principe de précaution nous pousse à recommander l'utilisation des oreillettes quand on utilise les téléphones portables. Notamment pour les enfants. Exactement, notamment pour les enfants. Il se trouve peut-être que dans quelques années, on trouvera un lien direct. Donc autant prendre les précautions dès maintenant. Jordan, vous vous êtes interrogé sur la survenue de cette tumeur, pourquoi est-ce qu'elle était là, ou finalement c'est tout à fait secondaire par rapport à la gravité de votre maladie? Je me suis posé la question. Je travaille pour une société qui est en or, qui me soutient jusqu'à aujourd'hui, une société qui s'appelle Novaction.
Et pour eux, j'étais gestionnaire personnel, donc j'avais une utilisation du téléphone portable parce que j'étais un addict là-dessus, entre 90 et 135 heures par Téléphone mois. directement contre l'oreille? Oui, forcément, comme je suis gaucher, pour placer les personnes sur un PC, on avait tendance à bloquer le téléphone avec l'épaule droite. Je peux pas dire que je peux pas l'affirmer aujourd'hui. Mais ça vous a interrogé en tout cas. Ça m'a fortement interrogé, oui. Alors 2 semaines après l'IRM, on vous a opéré Oui. très rapidement. Comment s'est passée cette opération? Qu'est-ce qu'on a retiré? On m'a retiré une partie de mon cerveau, hein, donc, mais c'est quelque chose, ça s'est très bien passé. J'ai eu quelques petites nausées après l'opération, mais ça c'est normal. Mais sinon, je fais partie des miraculés dans le sens où j'ai pas eu toutes les séquelles que d'autres personnes ont. Pas de séquelles du tout entre avant et après l'opération? Non, 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 non. Ça veut dire que le cerveau, pendant que la tumeur se constituait, avait déjà construit des réseaux autour pour compenser cette partie qui était malade? C'est probablement le cas. Et puis, je pense aussi que les neurochirurgiens qui ont pris en charge Jordan ont pris toutes les précautions pour essayer d'enlever, bien sûr, la tumeur et probablement une partie du cerveau qui serait infiltrée, mais en faisant attention à ne pas enlever la partie la plus fonctionnelle. Et on sait très bien que dans le cerveau, il y a des parties hautement fonctionnelles, mais il y a des parties moins fonctionnelles qu'on peut se permettre de retirer pour prévenir justement les récidives.